C'est la mourabaha immobilière qui est le produit phare de toute l'activité de la banque participative. Donc indépendamment d'immobilier. On ne parle plus de taux d'intérêt, on parle de marge commerciale, n'est-ce pas? D'abord, beaucoup de gens considèrent que tout ce qui est finance dite islamique, c'est une finance pour faire du bien et donc c'est une finance gratuite. Entre le moment où vous l'avez acheté et vous voulez me le revendre, moi j'ai changé d'avis, je ne veux plus le racheter. C'est la même valeur Donc, que le crédit bancaire. Aujourd'hui, sur le marché financier, c'est les mêmes valeurs. Il s'agit d'acheter le bien, de le faire évaluer, puis de le revendre au client. Donc déjà, le processus est plus long et plus coûteux. Les gens ne veulent plus rembourser, qu'est-ce qu'on fait? Les intérêts de retard sont prohibés, comme les intérêts. Riba. C'est le cas au Le Maroc? droit, Il y a quand même un risque systémique qui s'installe. pas pour les banques islamiques. Les clients ont souhaité donner du sens et de la valeur à leurs dépôts, à leur argent. Bonjour tout le monde et bienvenue dans les pros de l'IMO. Comme d'habitude, nous allons parler d'immobilier, mais sous l'angle du financement, et plus particulièrement de la finance ou de la banque participative. Et au lieu d'y voir forcément un concurrent du financement par la banque classique, on pourrait y voir également une possibilité d'arbitrage au profit du secteur de l'immobilier, ou même l'inscrire dans un schéma de complémentarité de financement. Donc différents produits existent, on va parler de la murabaha, du takaful et d'autres produits, mais on va également parler des opportunités et des défis propres à ce type de financement. Et pour en parler, j'ai la joie et le plaisir d'accueillir un invité de marque, Monsieur Mohamed Marouf. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec très grand plaisir, c'est nous qui vous remercions. Et je rappelle que vous êtes ex-patron de banque participative Tout à et fait. consultant en finance et en stratégie. Tout à fait. Et pour compléter, vous avez également été élu en 2018 comme faisant membre des 50 personnes les plus influentes dans le monde, dans le secteur de la finance participative, L'économie islamique. plus largement. Tout à D'accord. Donc c'est un honneur et une joie de vous accueillir parmi nous. Amin Madnessi, bonjour. Bonjour Rachid. Vous avez été élu parmi les 50 meilleurs podcasteurs de l'année au Maroc et donc j'ai la joie d'être avec toi. Je Ben, confirme. c'est un plaisir partagé, mon cher Rachid. Si Marouf, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais juste d'abord une petite question pour planter le décor. C'est une économie qui est relativement récente, cette industrie de la finance participative qu'on appelle ailleurs finance islamique, n'est-ce pas? Elle date de 2017, nous sommes à 6 ans ou 7 ans maintenant d'historique. Est-ce que vous pouvez rapidement faire un petit bilan de ces 7 dernières années? Vous qui avez accompagné dès le départ cette économie émergente. Tout à fait. On est à la 6e année d'activité de ce nouveau secteur, ce pan nouveau de la finance au Maroc. Je rappelle que c'était 8 acteurs qui ont contribué à lancer cette industrie financière au Maroc, 5 banques et 3 fenêtres. Aujourd'hui, c'est quoi le bilan? Déjà, une nouvelle assez réjouissante, c'est les premières banques qui ont atteint le break-even. Donc après 6 années d'activité, ce qui est un bon signe sur leur santé financière. C'est 24 milliards de dirhams de financement, dont 20 milliards, 21 milliards sont des financements murabaha immobiliers. C'est 196 agences, ce qui représente aujourd'hui encore un peu moins de 5% de nombre d'agences au Maroc. Et c'est 182 ou plus que 182 000 comptes, ce qui est à peu près 1% de nombre de comptes bancaires au Maroc. Donc c'est aujourd'hui le topo de cette finance. Une industrie qui est encore en train de compléter son écosystème, puisqu'on a vécu récemment le lancement des premier organisme de takaful, ce qui est l'assurance participative. On attend le marché interbancaire, on attend d'autres instruments de refinancement et de financement. Donc le murabaha est le produit phare du point de vue de l'immobilier, en tout cas. C'est la murabaha immobilière qui est le produit phare de toute l'activité de la banque Donc participative. indépendamment d'immobilier au sens général du terme et puis l'immobilier également. Mais j'ai une question un peu technique. Est-ce que vous pourriez expliquer pour nos spectateurs
En quoi consiste le produit Murabaha? En donnant un exemple dans l'immobilier. Je veux acheter une maison, il y a un promoteur qui veut vendre concrètement, parce que la plupart des gens ne connaissent pas dans le Oui, détail. pour l'expliquer, pour revenir un peu, déjà rappeler les fondements de la finance participative qui repose essentiellement sur fiqh al-muamalat, la charia islamique concernant les transactions commerciales et financières. On le sait très bien que de par la religion, haram Allahu riba wa halal al-bay', shira tijara. L'idée, c'est que la différence est une différence de contrat, contractuel, c'est-à-dire il y a un contrat de prêt qui repose essentiellement sur un taux d'intérêt et sur une durée et sur une mensualité. Et il y a un contrat de transaction commerciale qui repose sur l'achat et la vente d'un bien. Et donc, pour être en phase et conforme au préceptes de la charia telle que reproduite par le Majlis Ilmi al-A'la, qui est la seule instance au Maroc qui est capable de dicter la conformité des produits de ces banques, l'opération de financement d'acquisition immobilière par une banque participative repose sur l'achat du bien immobilier par la banque et la revente de ce bien aux clients qui est désireux d'acquérir ce bien, moyennant une marge commerciale. Ce n'est pas un taux d'intérêt, ce n'est pas une marge financière, c'est une marge commerciale. Bien sûr, il y a d'autres spécificités qui caractérisent ces produits islamiques ailleurs et participatifs au Maroc, concernant notamment ce qu'on appelle les intérêts de retard dans les banques conventionnelles et qui sont gérés autrement dans les banques participatives parce que c'est un principe qui est prohibé par la finance participative. Alors, pour reprendre un petit peu, si on se réfère à la banque conventionnelle, on parle de crédit avec des taux d'intérêt. En ce qui concerne la banque participative, on ne parle plus de taux d'intérêt, mais on parle de marge commerciale, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce n'est pas une façon de diluer les taux d'intérêt dans une marge commerciale et la faire supporter aux clients? C'est une très bonne question parce que il vient rappeler tout le déficit de communication malgré l'effort qui a été fait depuis 6 années pour expliquer les principes de la finance islamique participative au Maroc. Bien sûr, il y a beaucoup de fausses perceptions concernant cette finance. Vous allez nous les énumérer. Et il faut faire encore beaucoup d'efforts didactiques. On n'en fait jamais assez pour expliquer. À ce jour, aujourd'hui, 6 ans après, on reçoit les mêmes questions. D'abord, beaucoup de gens considèrent que tout ce qui est finance dite islamique, c'est une finance pour faire du bien et donc c'est une finance gratuite. Tout ce qui entend qu'il n'y a pas de taux d'intérêt, ça veut dire qu'il n'y a pas de taux, tout court. Il n'y a pas de gars, il n'y a pas de... Tout à fait. J'achète Or, un X, on je sait revends. que économiquement, une structure qui a pour objectif de financer l'économie ne peut pas vivre s'il n'y a pas une marge commerciale qui permet de financer les frais de fonctionnement pour continuer à apporter ce type de service. Alors, concernant la marge commerciale, aujourd'hui, on est en phase d'une prestation commerciale, d'un contrat commercial qui fait que la banque, à la demande du client qui aurait lui-même choisi et cherché le bien immobilier, achète le bien immobilier dont le client connaît bien le prix et le revend. Alors, si vous permettez, Simarou, je vais vous arrêter un Tout peu à fait, avec à ces différentes plaisir. étapes. Moi, je suis un client lambda. Mmh. Je veux acheter un appartement d'1 million de dirhams. Je viens vous voir. Vous êtes une banque participative. Vous achetez le bien, vous, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ensuite, vous allez me le revendre. Tout à fait. Très bien. Alors, entre l'achat et la revente, est-ce qu'il y a un contrat qui nous lie? Parce qu'il se peut que moi, entre le moment où vous l'avez acheté et vous voulez me le revendre, moi j'ai changé d'avis, je ne veux plus le racheter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'oblige à ce que je le rachète de chez vous? Oui, ça, c'est la première question. Oui, dans la démarche, il y a un contrat qui spécifie l'intérêt du client et l'engagement du client à acheter le bien. Et puis, on parle aussi d'avance sur le prix d'achat pour montrer l'intérêt et le sérieux des clients par rapport à l'acquisition. Donc, il faut un apport obligatoire? Tout à fait. Aujourd'hui, on parle de 10% en moyenne du coût du bien qui devrait être avancé par le client comme gage de sérieux, d'intérêt pour acheter le dit bien. Et pour le remboursement de ce crédit-là,
Comment ça se fait? Par des tranches mensuelles, un peu à Tout à l'image de fait. la banque? Tout à fait. Et pareil, la marge, elle est intégrée avec un tableau d'amortissement ou... La marge commerciale est intégrée, bien sûr. Alors, excusez-moi, cette marge, elle est de quel ordre? Aujourd'hui, si j'achète 1 million de dirhams, vous allez me le revendre à combien? On exprime cette marge pour approcher un peu de la compréhension des gens qui sont habitués à la finance conventionnelle. Aujourd'hui, on parle d'une marge commerciale qui oscille entre 4,10 à 4,50 pour des financements qui ont une maturité de 15 ans et qui peut aller jusqu'à 4,75 pour une maturité qui est supérieure à 15 ans. En fait, c'est la même valeur Donc, que le crédit bancaire. Aujourd'hui, sur le marché financier, c'est les mêmes valeurs. 4,5. Un peu, quelques points de base de plus par rapport à la jeunesse. Donc, vous n'êtes pas plus compétitif que la banque traditionnelle? Théoriquement, les banques participatives ne pouvaient pas être plus compétitives. Ça serait une erreur par rapport à la consolidation des fondamentaux de ces banques qui sont jeunes, qui n'ont pas l'économie d'échelle et la taille nécessaire, qui ont un fonctionnement qui au démarrage est assez lourd et assez coûteux, puisqu'on déjà vous parlez de Murabaha, comparé à un financement normal par une banque conventionnelle où il s'agit de venir présenter un dossier, la procédure est connue, le taux est connu, la banque vous donne l'autorisation de crédit, c'est à vous d'aller acheter la maison. Pour la banque participative, il s'agit d'acheter le bien, de le faire évaluer, de l'acheter, puis de le revendre aux clients. Donc déjà, le processus est plus lent et plus coûteux. Et donc, essayer d'être plus compétitif au niveau coût serait une expérience qui n'est pas heureuse pour les banques participatives. Donc théoriquement, dans une première phase, les banques seraient un peu plus chères, pas beaucoup mais un peu plus chères, mais à terme, avec une taille et avec une digitalisation des process, la compétition devrait être au même ordre de grandeur par rapport au coût. Alors j'ai une question un petit peu particulière, mais elle reflète une certaine réalité. C'est que dans le secteur de l'immobilier, il y a un phénomène qui existe, il n'est peut-être pas aussi répandu qu'avant, mais c'est le noir. Mmh. Alors, étant donné que vous êtes l'interface, vous êtes le premier acquéreur du bien, des fois il y a des biens, il faut verser une partie qui n'est pas déclarée. Alors je vois mal une banque donner de l'argent au noir pour acheter un bien, puis ensuite le revendre à un client. Quand c'est le client qui est le premier acquéreur, bon, c'est une personne physique par exemple, ça c'est son choix, qu'il accepte ou pas. Mais quand il s'agit d'une institution, une personne morale, d'autant plus une banque, comment résoudre cette équation ? On est tous au courant de l'effort déclaré par les instances concernées par l'immobilier au Maroc pour combattre le phénomène du noir, même si ça perdure encore. De moins en moins. Oui. Voilà, ça tend à diminuer, mais c'est toujours une donnée qui perdure, peut-être pour les petits projets immobiliers à taille humaine. L'un des bénéfices de la finance participative, c'est qu'il est catégoriquement impossible d'envisager du noir dans une transaction. Donc ça, c'est clair. Tout à fait. Donc quelqu'un qui voudrait acheter en versant une partie et dire qu'il reste un reliquat à financer par la banque, ça, c'est pas possible. Techniquement, c'est possible. Dans la pratique, il y avait, au démarrage, avant que les gens comprennent un peu comment fonctionne une banque participative, des gens qui viennent demander un financement, mais qui vous disent « j'ai déjà donné ». Or, moi, étant premier acheteur du bien immobilier, je dois déclarer le réel prix auquel j'ai acheté. Je ne peux pas déclarer le différentiel auquel j'ai contribué. Parce que je suis acheteur du bien et revendeur après du bien. J'ai une question un peu d'ordre juridique. Alors, quand on prend un crédit immobilier classique, pour acheter un bien, j'achète le bien m'appartient, mais il est hypothéqué par la banque. Et donc, si jamais j'arrive pas à payer, qu'effectivement, on vend la maison et la banque récupère son argent et je récupère le reste. Dans le cadre du crédit Murabaha, quand la banque achète le bien, puis le revend au particulier, au client, est-ce que durant toute la période de remboursement, c'est la même chose? Le bien appartient au particulier?
Ou est-ce qu'il appartient à la banque participative jusqu'à la fin du remboursement? Le contrat de vente est très clair, donc le bien appartient, mais il y a une hypothèque. Donc pareil, il y a une hypothèque similaire. Tout à fait. Le seul problème qu'il y avait pour le financement immobilier via la Murabaha, c'est un problème de protection et de la banque et surtout du client à travers un système d'assurance participative. Qui manquait au début, mais qui est apparu qui plus tard. manquait, et c'était ça le grand risque qui était porté, et à la fois Porté par la banque, et principalement. surtout par le client. Pourquoi? Si un client arrive à décéder durant la phase de remboursement. Ah oui, des ayants droit n'auront rien. C'était une problématique, et donc aujourd'hui, heureusement, avec l'avènement des produits Tiakafoul, il y a une solution de protection quand même, et à travers l'assurance vie du client et de sa famille, mais aussi les assurances multirisques habitat qui permettent de protéger le bien aussi. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'une marge commerciale d'autour de 4,5-5% pour schématiser. Donc, la banque achète pour le compte du client avec lequel elle a signé un contrat, n'est-ce pas, un bien 1 million de dirhams. Ensuite, elle applique une marge commerciale de 5%, n'est-ce pas? Et ensuite, le client va commencer à payer des loyers. On ne parle plus de crédit. Je pense que même c'est des financements. C'est des financements. Le mot crédit n'est pas... Il est plus assorti à la finance conventionnelle. Donc, la personne va payer... Est-ce que cette marge commerciale est négociable de la même façon que on fait souvent le parallèle, parce qu'on est bien obligé de faire le parallèle avec la banque conventionnelle? Est-ce que cette marge peut être révisée à la hausse comme à la baisse, comme on aurait des taux d'intérêt qui augmentent ou qui baissent? Et puis d'ailleurs, on parle de loyer. Au fait, je paye un loyer pour ce que je ne possède pas. Or, vous dites que je possède le bien. Oui. Ben oui. Pourquoi on l'appelle loyer? C'est le loyer que vous ce payez n'est pas à la un banque. loyer. Oui, mais donc je paye ça pour un truc qui m'appartient, un loyer pour un truc qui Non, m'appartient. c'est pas un loyer. Ça, on pourrait parler appelle de ça- loyer pour un produit islamique participatif qui s'appelle la ijara. Oui. D'accord. Ijara Comment vous appelez multiaya. lorsqu'on rembourse La chaque mois? traite. Une traite. Une traite. C'est une traite. Appelons ça une traite, d'accord. C'est une transaction commerciale de vente d'un bien dont on a convenu avec l'acquéreur d'échelonner les paiements sur Tout une à fait. durée. Ça sous-entend autre chose. Au fait, les termes de la transaction commerciale sont fixes et la marge commerciale est fixe, ne peut pas changer. Elle n'est pas négociable comme pour un Non, crédit. non. On parlera de la négociabilité. D'accord. Je vous parle d'une transaction où j'achète le bien à 100 et je vous le revends à 120. Mhm, Quels que soient les aléas mhm, durant la période de remboursement, mhm. c'est 120 parce que c'est une marge commerciale d'une Mhm. transaction commerciale. D'accord. Ce n'est pas comme les banques conventionnelles où le compteur commence à tourner concernant les intérêts de retard, Mhm, puisqu'il s'agissait d'un prêt. mhm, mhm. Donc voilà, deuxième aspect, c'est la notion d'intérêt de retard. Étant une transaction commerciale dont les termes sont fixes par le contrat Murabaha, on peut se trouver devant des gens qui sont soit, comme on pourrait dire en arabe, mu'assir ou mumatel. C'est-à-dire, il est vraiment dans la difficulté. Oui. Et auquel cas la banque est dans l'obligation de trouver des solutions qui permettent d'aider cette personne à dépasser sa phase de Difficulté. stress, de difficulté financière. Ou mumatel, ça veut dire que Amden. voilà, il le fait exprès, et auquel cas, la banque n'a pas la possibilité d'envisager des intérêts de retard, des pénalités. Oui. Qu'est-ce qui est prévu dans le cas d'espèce? Parce qu'il faut rappeler que dans la finance participative et islamique ailleurs, les intérêts de retard sont prohibés, comme les intérêts. Riba. Et dans certains pays, les banquiers avec l'expérience, puisqu'on parle de plus de 40 ans d'expérience dans d'autres pays, ont montré aux scolaires qui décident de la conformité des produits qu'au fait, l'intérêt des intérêts de retard dans les banques conventionnelles, c'était de pousser le client à ne même pas réfléchir à jouer avec la banque et à tarder à rembourser, et que c'était ça l'intérêt premier. Et donc, dans certains pays, ils ont fait ce qu'on appelle des pénalités de retard, qui ne sont pas des intérêts, mais dont les revenus, si une fois ils sont reçus par la banque,
ne sont pas inscrits dans les livres de la banque. Oui. Ils sont donnés à des organismes caritatifs. D'accord. Donc la banque n'a pas C'est le cas le au Maroc? droit. Au Maroc, c'est plutôt, il faut aller sur les aspects juridiques au niveau des tribunaux qui permettent d'évaluer la valeur du risque et des pertes portées par la banque. Et cet argent n'irait pas dans les comptes de la banque. Donc l'idée, c'est que les pénalités de retard ou les taux d'intérêt de retard n'ont pas pour finalité de gagner de l'argent, mais juste de décourager c'est ce qui a été le expliqué client dans une de ne approche pas- didactique pour dire aux D'accord. scolaires qu'au fait, l'absence de cette notion pourrait nuire et pousser beaucoup de clients à jouer avec les banques participatives. Au Maroc, on n'en est pas encore là, mais sachez que les banques participatives ici et islamiques ailleurs n'ont pas le droit de prendre des pénalités de retard et les inscrire Alors, dans leur avec livre. les deux cas de figure, est-ce qu'ils sont inclus dans le contrat de façon en amont, au préalable ou pas? C'est-à-dire qu'on prévoit, en cas de difficulté liée à la Perte conjoncture, d'emploi, perte d'emploi, il va se passer telle chose. Et en cas de pas de difficulté, les gens ne veulent plus rembourser, qu'est-ce qu'on fait? Au fait, il y a deux aspects sur lesquels vous pouvez m'interpeller par rapport au contrat. Il y a des articles qui font allusion à ces cas particuliers, mais l'un des cas particuliers les plus importants, c'est celui des paiements à l'avance. J'allais y venir. Ça, c'est On rembourse tout un aspect pratique qui revient le plus souvent. Et donc, un client qui achète via Murabaha un bien immobilier et qui, au courant de la vie de ce financement, a eu la possibilité de rembourser Partiellement ou totalement? partiellement ou totalement. Prenons le cas de totalement. Dans les banques conventionnelles, il y a une révision du restant dû Il y et a de l'intérêt. tableau d'amortissement. Voilà, et le client ne paye pas la totalité des restants dus tel qu'il était Tout à fait. dans le Il y a tableau. un nouveau tableau d'amortissement. Or, un financement Murabaha est un financement d'une transaction financière. Je vous ai vendu un bien à 120. C'est ça le contrat qui nous dit. Mhm. Que vous me payez les 120 échelonnés comme convenu, Sur ou one 10 ans. shot, Ou là, maintenant, moi, je veux c'est ma marge. 120. D'accord. Au fait, l'article qui parle de cette possibilité donne à la banque la possibilité de voir comment rétribuer le client Oui. qui paye à l'avance, mais aucune spécification technique de l'opération n'est portée. Donc c'est la convenance de qu'il- la banque. C'est à la convenance de la banque parce que rentrer dans la spécification technique, on va enlever l'aspect conformité charia à cette opération. C'est-à-dire, c'est un comité qui se tient et qui décide quelle serait la rétribution et le retour client qui voudrait payer à l'avance. Mais là, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas une équation qui est prévue dans le contrat parce que ça toucherait lourdement l'aspect conformité de ce contrat. Alors, il y a un autre point à évoquer, c'est l'impact fiscal. Quand vous achetez, vous, en tant que banque, vous payez des droits d'enregistrement, de conservation foncière, puis ensuite vous revendez au client qui lui aussi va payer des droits. Donc, il y a une double imposition aujourd'hui. Et donc, ça impacte négativement le coût d'acquisition, puisque les droits de mutation, normalement, on les paye une fois, pas deux. Non, c'est une problématique qui est déjà vieille et qui était résolue depuis Elle a un existé. moment. Il a existé au début parce qu'il fallait un temps pour que les gens Donc, aujourd'hui, on le paye du une fois. fisc, voilà, cette double imposition a été enlevée et c'est enregistré une fois et c'est payé une fois. L'imposition est la même que pour un achat classique. achat C'est les normal. mêmes taux, c'est la Tout même à chose. fait, tout Très à bien. fait. Donc il n'y a pas de privilège particulier quand on passe par la finance islamique du point de vue fiscal. Je pense que le fisc a été clair dès le départ. Il a fait bénéficier la finance participative des mêmes avantages. Par exemple, pour le logement social, le taux de droit d'enregistrement était un
taux de 3%, c'est un taux réduit. Il a fait bénéficier également les acquéreurs via la Murabaha de ce taux réduit. Voilà, au fait, pour le dire autrement, il n'a pas fait bénéficier, il a imposé le secteur des banques participatives et ses transactions les mêmes règles que les banques conventionnelles. D'accord. Alors maintenant, j'ai une question en rapport direct avec le secteur immobilier. Alors, mis à part l'intérêt éthique propre aux clients de chacun, qui vont l'amener à prendre un crédit, même si ce n'est pas un crédit, un financement près de la banque participative, quel intérêt aurait un promoteur à privilégier le Murabaha plutôt qu'un crédit conventionnel, à part la dimension éthique? Pour son propre financement? Pour le financement de ses clients qui non, veulent... de son projet. Un promoteur qui veut, ou même de ses clients, les deux. Pour ses clients, je ne vois pas quelle est la différence pour un promoteur immobilier, puisque finalement, il va être payé pour le prix du bien. Par contre, votre question m'amène à un point beaucoup plus important que ce qu'on vient de dire. Aujourd'hui, l'apport, et on en parlera en détail, malgré la jeunesse du secteur au Maroc, l'apport de la finance participative pour le secteur immobilier en particulier est encore basique. Malgré la portée, et on parlerait des chiffres, est encore basique parce qu'il y a des produits qui pourraient apporter de la valeur ajoutée et un cercle vertueux de financement qui est bénéficiaire à la fois pour le promoteur immobilier et pour l'acquéreur et pour la banque. Je m'explique. Aujourd'hui, le client vient avec une proposition de maison qu'il veut acheter et vient demander le financement à sa banque participative qui, elle, achète le bien et le revend. Imaginez demain avec d'autres produits qui existent, que peut proposer les banques participatives. La banque participative finance le promoteur immobilier, mais pas par un financement type Murabaha, mais un financement type Musharaka. D'accord. Donc elle va co-investir. C'est-à-dire Murabaha, tout à fait Murabaha, le risque est minime, à part le risque d'insolvabilité d'un pays, le risque est minime. Et la Musharaka, c'est que je co-finance le projet avec le promoteur immobilier. Et au lieu d'avoir une marge commerciale qui est aussi entre 4,55 voire plus, selon le marché, l'inflation et le taux directeur, j'ai droit à partager les bénéfices. Donc, dividende. Et donc, je prends un plus grand risque, mais je peux avoir des gains beaucoup plus importants qu'une simple marge commerciale. Ce qui d'ailleurs est dans l'esprit de la finance islamique de partager les risques. Tout à fait. Alors, partage de risques qui me permet de gagner plus, qui permettrait aussi à mes déposants de gagner plus, mais qui permet au promoteur immobilier de travailler en sérénité parce qu'il n'a pas un bailleur de fonds qui attend son remboursement, quel que soit le niveau d'évolution commerciale, de la commercialisation du projet. Vous êtes partenaire. On est cofinancier, donc on partage les risques du projet. Vous prenez les risques tout à fait. Avec le promoteur. Voilà. Mais on partage les bénéfices selon des règles ou les pertes. Des clés. Les pertes. Mais pourquoi le cercle est vertueux? Je suis le premier agent commercial du projet. Le client a confiance à un projet commercial qui est porté par sa banque parce que de toute façon, il a besoin de sa banque aussi pour le financement. Donc au lieu d'amener une maison que j'aurais cherchée pour demander le financement, je viens auprès de la banque pour voir les projets immobiliers qu'elle finance. Et donc elle me propose des projets immobiliers et elle me propose un financement qui va avec. Si on continue un peu la boucle, au lieu de gagner 5%, 6% de marge commerciale, je m'attends à gagner 30%, 40% sur ce projet immobilier. Je pourrais avoir une incidence positive sur le taux de marge commerciale que je proposerai à mes clients. Au moment où le marché propose 5%, moi étant cofinancier du projet et ayant une marge commerciale beaucoup plus importante, pourquoi pas en stratégie commerciale, j'impacte cela sur ma marge commerciale. Donc, vous avez un promoteur qui travaille dans la sérénité, porté par
une institution financière qui Partenaire. cofinance, Qui a intérêt à ce qu'ils vendent. Et qui donc n'a il va pas aider. de pression financière de remboursement immédiat selon un calendrier. Et la banque est le premier agent commercial qui vend. La vente pourrait être encore plus intéressante s'il y a une incidence sur le taux de marge. Et donc, ça permettrait une attractivité commerciale beaucoup plus Donc, les acheteurs intéressante. sont gagnants. Ça Et rappelle vous un peu voyez- le capital risque, ça. Tout à fait. Hein Chose C'est du que capital risque. le capital risque aujourd'hui pour la finance conventionnelle n'est fait qu'à travers des institutions dédiées, spécialisées. Dans la banque commerciale participative, c'est un produit standard. Tout à fait. Et donc qui peut être fait pour tous les projets. Ce n'est pas seulement que pour l'immobilier. Bien sûr. C'est Imaginez ça. l'industrie. Imaginez ça pour les voitures. Et c'est quelque chose, je parle de choses qui sont déjà faites ailleurs. Aujourd'hui, vous allez à la maison, vous choisissez votre voiture et vous venez me voir pour que je vous la finance via une mourabah. Oui. Donc la banque achète la voiture et vous la revend. Mais imaginez la banque qui achète un parc de voitures. Donc à l'achat, elle a un prix intéressant parce qu'elle achète en main. Elle a son propre showroom et elle vend à des prix qui sont intéressants parce qu'elle a cet effet de masse qui lui permet d'avoir un intérêt sur Alors, les... bon, on va peut-être un peu s'éloigner du sujet, mais quand même, c'est une question importante. Est-ce que ça donne pas un peu aussi l'idée que la banque va s'éloigner de son métier C'est de une question que j'apprécie beaucoup. et qui, en fait, la banque va commencer à venir faire tout. Tout à fait. Votre question apporte en elle-même la réponse. Votre réaction vient d'une culture de finance conventionnelle. De quelle banque vous parlez? Si on parle de banque conventionnelle, oui. Sinon, dans la Mais banque... si on parle de banque islamique participative, c'est l'essence même d'une Très bien. banque. On fait du commerce. On finance l'économie réelle. On a des produits qui s'appellent Donc, vous êtes des Murabaha. commerçants plus que des banquiers. On a des produits qui s'appellent Murabaha qui sont connus parce qu'ils s'apparentent le plus aux produits classiques, mais on a la Musharaka, qui est l'essence même et la beauté même d'un financement participatif. On a la Muzara. Musharaka, à la rigueur, je vous parle de quelque chose que vous voyez construire. Muzara, c'est financer l'agriculture. Donc, Moussaqat, il y a des produits extraordinaires qui permettent le financement de l'économie réelle. Mais le Et- problème, c'est que dans ce schéma-là, les banques participatives sont quand même responsables des dépôts de leurs clients. Tout à fait. Et donc, quand elles jouent dans l'investissement avec les promoteurs, mais en même temps, elles sont les garantes des dépôts, il y a quand même un risque systémique qui s'installe. Ce qui d'ailleurs était en partie à l'origine de la crise mondiale de 2007-2008. Pas pour les banques islamiques. Mais quand même, je veux dire, si le marché immobilier s'effondre, Ouais. la banque perd de l'argent Ouais. et elle risque d'emporter avec elle les dépôts des gens. Mais ce que vous dites, c'est les basiques de l'analyse des risques et la gestion des risques dans une institution Oui, non, financière. c'est très bien qu'on peut prendre des latitudes avec les limites. Pourquoi ne pas segmenter, avoir une banque participative qui ne fait que le crédit et une banque participative d'affaires ou d'investissement qui ne fait que l'investissement avec les promoteurs? Et les deux peuvent collaborer, mais avec une étanchéité. Encore une fois, c'est des réflexes de banque conventionnelle. D'abord, la gestion du risque sectoriel est supervisée par la Banque centrale, avec des ratios de prise de risque par secteur et par type d'activité. C'est des ratios qui sont connus et qui doivent être respectés par les banques. Maintenant, qui dit prendre part de risque par rapport à des projets, c'est dans le cadre de règles de gestion de risque. On est responsable des dépôts des clients. Et vous avez parlé de risques immobiliers, les subprimes. Les subprimes n'ont pas été créés par le simple financement d'immobilier par des banques. Ils ont été créés par la sophistication des produits dérivés qui ont créé des bulles financières beaucoup plus grandes, 10 fois, 100 fois plus grandes que l'encours réel du financement immobilier et qui ont été vendues, revendues avec des marges importantes sur les marchés de capitaux. Et ce sont ces bulles qui ont explosé
et qui ont créé la crise. Cette crise-là, les leçons qui ont été tirées, c'est que des milliers de banques, petites banques, ont fait faillite, notamment aux États-Unis et dans le monde. Et même récemment, il y en a eu 2 qui ont... Oui, en Suisse aussi. Aucune banque islamique n'a fait faillite. Parce que leur attachement au financement de l'économie réelle fait qu'ils peuvent avoir des risques, mais des risques économiques, sectoriels, mais jamais des risques financiers tels qu'on les a vécus dans la... Et les comptes bancaires gérés par les banques participatives sont-ils également garantis à une certaine hauteur par l'État ? Oui, il y a un organisme, une structure créée dirhams, par la banque, 50 000, la banque centrale qui garantit les dépôts des clients à un certain montant. Je ne me rappelle pas du dernier montant révisé, et qui est valable que ce soit pour les banques conventionnelles ou les banques participatives à leur création. Ils ont été invités à rejoindre donc la même structure, à faire leur contribution pour bénéficier, donc faire bénéficier leurs clients, leurs déposants de cette garantie de dépôt minimal. Alors, dans le registre des idées reçues, vous en aviez clarifié tout à l'heure 2 très importantes, à savoir que la banque participative n'est pas une association caritative, elle a besoin, elle aussi, de gagner de l'argent pour pouvoir financer son fonctionnement et dégager elle aussi une rentabilité. Donc, les gens qui pensent qu'ils vont pouvoir acheter à 100 et ensuite rembourser 100, ça n'existe pas. La seconde, on dit qu'il y a une hypocrisie selon laquelle les banques participatives ou islamiques sont adossées à des banques conventionnelles et que les dépôts ne suffisent pas, elles sont recours aux banques auxquelles elles sont adossées, qui sont des banques conventionnelles, qui pratiquent le crédit avec intérêt, riba, etc. Et donc finalement, il n'y a pas d'étanchéité. L'argent qu'on va prêter aux gens, c'est de l'argent qui a déjà été... qui est passé par le circuit des taux d'intérêt. C'est la deuxième. Et la troisième, c'est que, en fait, tous les recalés du financement classique, ils ont pour eux maintenant, aujourd'hui, une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte, et c'est d'aller vers la banque participative et demander des crédits. Ceux qui ont été refusés là vont aller être acceptés ici. Plusieurs questions. Oui. Je répondrai une par une. La première, le questionnement est permis, le doute n'est pas permis. Pourquoi ? Concernant la finance participative, son fonctionnement et ses produits, il faut rappeler que le Maroc a mis en place la structure qui permet de valider les contrats qui gèrent les produits et le fonctionnement des banques participatives et leur conformité aux préceptes de la charia est donnée à une seule structure qui est le Majlis al-Ilmi al-A'la, qui est présidée par Sa Majesté et qui réunit dans ses instances des scholars les plus en vue dans le monde islamique, qui, malgré la jeunesse de la finance islamique participative au Maroc, ont montré un niveau de compétence par rapport aux aspects chariaïques concernant le financement d'un très très haut niveau. Ce qui place aujourd'hui l'expérience marocaine, malgré que l'écosystème n'est pas encore complet, comme un exemple à étudier de près. Ce Majlis al-Ilmi al-A'la est unique, à la différence de certains pays où vous avez plusieurs boards de scholars qui peuvent donner un avis. Ce Majlis al-Ilmi al-A'la fait un travail très en profondeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très collé à l'esprit du texte. Et donc, on a les contrats les plus respectueux des préceptes de la charia concernant les transactions financières. Et donc, il n'y a pas de doute sur la conformité des produits qu'on a au Maroc. Maintenant, concernant vos questions concernant les sources de financement. D'abord, ils respectent le même principe, c'est-à-dire que s'il y avait un doute sur ces modalités de financement, le Sharia Board aurait refusé. Mais deuxièmement, si on revient à l'histoire par rapport à l'origine de l'argent, le prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prenait de l'argent de juifs pour faire ces transactions commerciales. Cela n'entachait nullement
la probité, la Quand vous compliance. dites qu'ils prenaient de l'argent des juifs, c'est-à-dire c'est des usuriers, vous voulez Tout pas... à fait, les Ah, juifs commerçants qui faisaient à la même époque. Commerce de l'argent. Tout à commerce fait. de l'argent. Aujourd'hui, la mise en place d'un financement via le capital qui provient d'une banque participative, Oui. la conformité de cette opération a été validée, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays où la finance islamique fonctionne, comme une opération tout à fait conforme. رجعت حلال. ماشي رجعت حلال. Ah. Elle est halal. Elle est Elle halal. est halal. Deuxièmement, maintenant, votre question a plus d'intérêt quand on parle du nouvel instrument qui permet de refinancer les banques qui, je le rappelle, ont aujourd'hui un challenge. Avec 24 milliards de dirhams de financement, on est à 7 milliards de dépôts. Ce qui est aberrant pour un secteur financier, c'est les dépôts qui permettent de financer. Or, les séquences qui ont permis le lancement de la finance participative au Maroc ont fait de telle sorte que dans la perception des clients, c'est la demande au financement qui a rapidement vu le jour d'une manière beaucoup plus prononcée et volumineuse que la volonté de déposer l'argent auprès des banques participatives. Ce qui fait qu'il y a un problème de financement. Il y a une pression de la demande des financements, mais il y a une carence des moyens financiers. Si on ajoute à ça l'absence encore d'un marché interbancaire, il fait que la pression repose à deux niveaux. Une nécessité de recapitaliser les banques par rapport à ce besoin de ressources, mais aussi par rapport au fait de la jeunesse et du lancement de ce secteur qui fait qu'on cumule des pertes avant d'arriver au break-even et qu'il faut compenser pour respecter les ratios de capitaux propres. Mais la deuxième pression, c'est la pression sur la maison mère pour voir d'autres moyens de refinancement pour continuer à soutenir l'activité au-delà de l'augmentation de capital. Et c'est là où le Sharia Board, dont je rappelle le secrétariat est assuré par la Banque centrale pour assurer ce lien fluide entre les besoins de la banque et des banques participatives et le Sharia Board, ont proposé un instrument, un contrat, via lequel les banques participatives, telles que d'autres déposants, peuvent déposer des contrats, de l'argent via ce qu'on appelle wakala bil istithmar. C'est-à-dire, je vous donne une wakala pour vous demander de m'investir cet argent dans votre activité et de me rétribuer selon votre rendement de cet investissement. Aujourd'hui, c'est cette wakala bil istithmar qui a permis aux banques de continuer à avoir un flux de trésorerie pour refinancer leur activité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la portée des banques participatives par rapport à l'aspect financement aurait pu encore être plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas cette carence de ressources de refinancement. Je vous donne un exemple qui peut-être répond le plus à notre problématique aujourd'hui, qui est le financement de l'immobilier par la finance participative. Les crédits émo fin octobre de cette année, c'est 242 milliards de dirhams. Versus 238 milliards octobre de l'année dernière. Ça veut dire qu'on a une petite augmentation de 2,06%. Le financement, la part du financement participatif dans ces financements-là, à octobre 2023, c'est 21 milliards. Contre 18 milliards octobre de l'année dernière, ça veut dire un bond de 14%. Ça veut dire que c'est un financement 8-9%. Aujourd'hui, après 6 ans d'activité, avec encore ce problème de refinancement, la finance participative, par rapport à l'encours global, est à 9%. Ça veut dire que grossièrement, un dossier sur 10 est financé. Mais cela cache une autre vérité, beaucoup plus intéressante. Depuis janvier, les nouveaux financements, on est à 1,24 milliard. La Mourabaha, on a financé 673 millions. C'est 50%.
C'est beaucoup. 50% des nouveaux dossiers de financement acquéreurs, depuis janvier, sont faits via Mourabaha. À l'échelle nationale. À l'échelle nationale. Donc, vous voyez un peu la portée, pour répondre globalement aussi à la question de notre émission aujourd'hui. La Mourabaha s'est imposée comme un instrument de financement de l'immobilier, peut-être pas au niveau promoteur, mais c'est clairement au niveau acquéreur. Mais ça va impacter le promoteur. Sur une courte durée telle que le début de l'année, on est à 50%. Mais comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est les critères de solvabilité qui sont plus souples? Ou pourquoi est-ce que les gens vont... Les critères de solvabilité me permettent de répondre à votre troisième question dans le package de questions que vous avez posé par rapport au recalé de la finance conventionnelle. C'est pour ça que je la repose. Non, bien sûr, peut-être que la tentation existe. Quelqu'un qui ne respecte pas aujourd'hui ou qui ne présente pas toutes les conditions de solvabilité pour être financé par une banque conventionnelle ne le sera pas par une banque participative. C'est une banque avant tout qui a les mêmes règles de gestion, de profilage des clients et d'évaluation de scoring. Risque. Donc, ce n'est pas quelque chose qui puisse exister. Par contre, la réussite, certainement, vient du fait que cette finance correspond aux valeurs d'une certaine tranche de clientèle qui se retrouve dans les aspects conformité charia de cette finance, qui correspond à leur perception ou peut-être à leur peur. On n'en sait rien, il faut encore maintenant des études un peu plus approfondies sur les perceptions des clients utilisateurs, parce que les études qui ont été faites avant le lancement correspondaient à une perception biaisée par rapport à des attentes qui ne correspondent pas du tout à la réalité de la finance islamique participative. Aujourd'hui, les clients ont consommé, ont utilisé. Il faut voir un peu le profil et les perceptions de ces gens-là. Mais la réussite est là. Il y a des gens qui attendaient ce type de finance et qui l'utilisent massivement, puisque sur l'année, on est à 50% des dossiers de financement de l'immobilier, et qu'il y a une réalité aujourd'hui qui s'impose. C'est un produit qui réussit, qui est demandé. Je dis encore que la portée aurait été encore plus importante s'il y avait un accès à des instruments de refinancement plus importants. Et puis, j'ai expliqué tout à l'heure que la portée aurait été aussi importante auprès des promoteurs immobiliers, même si cette année, on voit un peu tassement concernant le financement bancaire des promoteurs immobiliers. Une petite évolution d'1%, un peu plus, le ciment aussi, une petite évolution d'1%, mais il y a un tassement par rapport au financement des promoteurs, mais certainement dû à des raisons économiques, d'inflation, d'augmentation des coûts de production, qu'autre chose. Alors j'ai peut-être 3 questions rapides. Autre idée peut-être reçue, est-ce que pour bénéficier d'un financement participatif, il faut être musulman? C'est la première question. Deuxième, est-ce que on peut acheter un bien en VFA, c'est-à-dire en vente en état futur d'achèvement? Est-ce que c'est permis? Et enfin, le programme d'aide directe qui a été lancé, mais qui va être en application, le programme d'aide directe au logement, à partir du 1er janvier 2024. Est-ce qu'aujourd'hui, le financement participatif également est concerné par cette aide directe et ces subventions qui vont être distribuées aux primo-accédants? Je pense qu'aujourd'hui, le réflexe, que ce soit par toutes les instances qui ont aujourd'hui des produits de financement, des produits d'aide directe qui pourraient nécessiter un complément de financement, intègre de facto la finance participative en tenant compte des spécificités. On revient aux questions des fonds de garantie. Fogarim, Fogaloche. Il a fallu à l'institution centrale qui produit ces produits, qui a changé de nom récemment, Caisse centrale de garantie, qui a changé de nom, a mis en place un fonds spécifique
qui a un fonctionnement conforme à la charia, qui permettrait à la banque participative de proposer aussi des produits Fogarim et Fogaloge et de garantie pour les entreprises. Et donc ce réflexe d'intégrer les banques participatives avec leurs spécificités est devenu, alhamdoulilah, un réflexe classique. Par rapport à votre première question concernant les non-musulmans, non, bien sûr, la finance participative est ouverte à tout utilisateur qui se retrouve dans ce type de produit, leur fonctionnement. Plusieurs exemples. Le premier, les pays de référence en Asie qui avaient lancé massivement la finance participative islamique. Beaucoup de clients sont plutôt bouddhistes, ils n'ont pas islamiques, ils sont retrouvés dans l'aspect éthique, transparent, et le fonctionnement de ces produits. La première banque islamique dans le monde arabe à Dubaï, et puis celles qui ont suivi, que ce soit sous format de banque ou de fenêtre, ont des clients, on connaît un peu la mixité de la population à Dubaï, ont des clients non musulmans. Mais je répondrai aussi autrement. Bien sûr, la question, oui, tout le monde peut avoir accès à ces produits, mais je réponds à cette question autrement. Après la crise de subprime dont on a parlé, les clients ont souhaité donner du sens et de la valeur à leurs dépôts, à leur argent. Et il y avait une tendance de recherche de produits financiers éthiques. Et on a commencé à parler de finances à impact, de finances éthiques. Et je ne parle pas des musulmans. Je parle du monde occidental qui était lourdement touché par ces crises. Et on a vu des manifestations, notamment à New York, ailleurs, où les gens cherchent à donner du sens à leur argent. Et c'est dans cette mouvance que la finance islamique s'ancre par rapport à ces aspects éthiques, transparents, de conformité et de respect de l'être humain, rares les aspects financiers sur lesquels on parle de clients mu'assir en Momatel. Les transactions sont transparentes, la participation au risque et participation au bénéfice, ce sont des choses qui interpellent les clients aujourd'hui, quelle que soit leur religion, mais qui sont à la recherche d'une finance éthique. Après, il y a quand même, j'imagine, un filtre à l'entrée, c'est-à-dire qu'une banque participative ou islamique à l'étranger ne peut pas accepter de cofinancer avec un producteur d'alcool ou un... Je parlais dans le sens de clients particuliers. Mais pour les entreprises, bien sûr, il y a des activités qui sont prohibées et que les banques ne pourront pas financer, ce qui est l'un des fondamentaux de cette finance. Bien sûr, sur cet aspect... Alors, ma question tout à l'heure par rapport à la vente en état futur d'achèvement, c'est un instrument très important dans l'immobilier aujourd'hui pour accéder à la propriété. Mais on dit que la finance participative ne finance que ce qui existe, que ce qui est tangible. Or, par définition, quand j'achète sur plan, c'est quelque chose qui est à venir. Oui, et il y avait des difficultés à mettre en place ce produit. Je pense que aujourd'hui, elle a été dépassée. Je pense qu'on est encore en balbutiement par rapport à cette question et qu'aujourd'hui, il m'est difficile de trancher par rapport à cette question. Mais avec la question du noir, l'AVEFA présentait l'une des contraintes opérationnelles quand il s'agissait de lancer la Mourabaha immobilier. D'accord, très bien. Merci d'avoir précisé ce point. Un mot sur les Marocains résidant à l'étranger. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent acheter de là où ils sont via cet instrument? Les Marocains résidant à l'étranger ont présenté une grande demande par rapport aux produits. Comment vous l'expliquez ? Comment peut-on expliquer que les deuxième, troisième générations sont encore très à cheval sur leur appartenance au pays et sur les valeurs de la religion musulmane? C'est la même chose. Je pense que l'éloignement, la coexistence dans un environnement de plus en plus hostile fait qu'il y a un retour sur les valeurs, qu'il y a un ancrage beaucoup plus fort que nous qui ici ne sommes dans notre environnement musulman naturel, qui normal, est un peu la normalité. Disons aussi que les MRE, c'est est-ce que dans leur pays d'accueil 13% des dépôts.
C'est pas mal. dans les banques participatives. Donc il y a des filiales des banques participatives marocaines en Non, Europe. Comment ils non, font? il n'y a Ils pas de viennent au Maroc filiales, ils c'est ouvrent des des comptes. filiales, ils ouvrent des comptes. Ils Ils ont la transfèrent. possibilité d'acheter un bien immobilier ici, comme ils font par le même dispositif pour les banques conventionnelles, mais quand même, c'est une participation assez notable au niveau des dépôts, que ce soit des dépôts à vue ou des dépôts d'investissement. Donc très bien, donc les MRE ont parfaitement adhéré au processus. Juste pour rappel, aujourd'hui, la finance participative qui s'applique à l'immobilier, donc la murabaha immobilière, on peut acquérir un terrain, on peut acquérir un appartement, une maison, un immeuble. Il n'y a pas de restriction. Il y avait au démarrage une petite restriction par rapport à une loi spécifique et qui a été levée aussi, c'est les terrains agricoles. Un client qui souhaite acheter un terrain agricole, nous à la rigueur on achète et on revend. On n'est pas le dernier acquéreur, on est le premier. Or il y avait, semble-t-il, une loi qui interdit aux entreprises d'acheter un terrain agricole. Ou aux étrangers. Et les banques sont entreprises. Et ce problème a été résolu. Donc aujourd'hui, c'est Puisque permis. l'une des banques participatives de la place, vu la vocation de sa maison mère et dans la continuité, se trouvait face à des clients qui sont plutôt dans le monde rural. Et il y avait cette contrainte et qui a été les gens qui dictent les lois ont compris la spécificité qu'on n'est pas acquéreur final et que cela ne peut pas entacher la loi existante et qu'il fallait faire une exception par rapport aux banques participatives. Messieurs, merci infiniment pour tous ces éclairages et on remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et n'oubliez pas, la première brique, c'est vous. Merci. Merci.